Simplement pour vous dire que pour rendre ça le plus dynamique possible, on vous invite à poser vos questions au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais m'assurer, si jamais ça apparaît pas dans l'écran, Alison, avec la présentation, de lui transmettre les questions au fur et à mesure. On souhaite de fonctionner de cette manière aujourd'hui pour rendre ça le plus dynamique possible. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez lever votre main aussi, poser la question de vive voix, vous pouvez très bien aussi. Et sachez aussi qu'on va partager, comme toujours, l'enregistrement va être sur la chaîne YouTube de l'Alliance par Sud avec les autres webinaires et on vous partagera la présentation en format PDF dans les jours qui suivent. Donc, à toi la parole, Alison. Merci Samuel. Je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui? Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien contente d'être avec vous ce midi pour aborder un sujet qui me tient à cœur puis qui est très important selon moi, qui est la violence en contexte sportif, puis de l'aborder vraiment selon votre rôle d'intervenant psychosociaux en contexte sportif. Donc, sans plus tarder, oh, j'ai de la misère. OK, parfait, ça fonctionne. Voici mon plan de présentation. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que la violence en contexte sportif, puis donner des manifestations concrètes pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on comprenne de quoi on parle aujourd'hui. Ensuite, on va aborder les signes et symptômes pour être capable de reconnaître la violence en sport. Je vais vous aborder avec vous en fait qui sont les auteurs de la violence en contexte sportif, puis peut-être défaire certains mythes à cet égard-là. Puis finalement, tomber dans le vif du sujet en parlant de vos rôles et responsabilités là, par rapport à la violence en contexte sportif, les comportements de témoins là, que vous pouvez avoir. J'ai oublié de le mettre ici, mais on va aussi parler de comment là, accueillir un dévoilement si un athlète là, nous fait des confidences par rapport à un vécu de violence. Puis finalement, je vais vous présenter là, brièvement le projet Allier, qui est un projet de recherche là, que je coordonne à la chaire Sims depuis un peu plus d'un an, qui vise justement à adresser là, la formation des intervenants psychosociaux en lien avec la violence en sport. Donc, pour commencer, quand on parle de violence en contexte sportif, là, on réfère à diverses formes de violence. Donc, on parle là, de violence psychologique, physique, violence sexuelle et de négligence. On va aborder là, chacune des formes ensemble rapidement. Donc, qu'est-ce que la violence psychologique? En fait, on parle là d'actes qui vont inclure le rabaissement, le dénigrement, les menaces, la discrimination, etc. Donc, des traitements là, non physiques qui sont inappropriés en contexte sportif. Puis, concrètement, là, quelles sont les manifestations de la violence psychologique? Il y a certaines manifestations qui sont plus claires, hein, qu'on reconnaît de plus en plus en contexte sportif. D'autres manifestations qui semblent se retrouver dans une zone grise, qui sont peut-être un peu plus difficiles à reconnaître. Donc, on va aborder là, un peu comme sur un continuum là, de sévérité là, les manifestations de violence psychologique. Donc, par exemple, on reconnaît là, de plus en plus en sport que crier des insultes, des propos dégradants, ridiculiser, se moquer, humilier publiquement un athlète, c'est des formes là, de violence psychologique. Mais il y a d'autres formes également de violence psychologique là, qui sont souvent rapportées dans les études, comme ignorer volontairement un athlète. Donc, un entraîneur, par exemple, qui va ignorer là, volontairement un athlète parce que l'athlète n'a pas des performances à la hauteur de ses attentes. Ensuite, des critiques qui sont excessives sur les performances, sur le poids ou sur la silhouette. Donc, tout ce qui est le body shaming, là, ça rentre comme forme de violence psychologique. Ensuite, on parle de forcer ou demander à un athlète de s'entraîner malgré une blessure, d'adopter un comportement alimentaire malsain ou de consommer là, des produits dopants pour améliorer ses performances sportives. Puis, voire même là, demander ou forcer un athlète de restreindre sa vie sociale là, pour se consacrer entièrement à son sport. Donc, ça, c'est des formes se retrouvent des fois un peu plus dans la zone grise, mais qui représentent là, de la violence psychologique en contexte sportif, donc qui doivent être adressées. Il faut faire la différence ici là, entre du bad coaching, si je peux le dire comme ça, puis de la violence. Euh, Quand on parle de forcer demander à un athlète de restreindre sa vie sociale, par exemple, là, pour se concentrer sur son sport, c'est lorsqu'il y a vraiment une demande formelle qui vient avec certaines menaces. Donc, par exemple, un entraîneur qui dit, ben, si tu continues de voir tes amis la fin de semaine, je vais te retirer du temps de jeu ou tu vas être simplement retiré de l'équipe parce que tu ne montreras pas assez
tu ne seras pas assez dévoué là, à ton sport en ayant d'autres intérêts à côté du sport. Donc, ça, c'est une demande formelle qui vient avec une certaine menace. Donc, on parle de violence psychologique. D'un autre côté, un entraîneur qui rencontre un athlète pour lui dire, par exemple, qui a remarqué que dans les derniers temps, il sortait beaucoup avec ses amis la fin de semaine, puis que ses performances semblaient être affectées par ce rythme de vie-là, puis qui veut en discuter avec lui pour voir comment on peut, par exemple, trouver un juste milieu ou adresser là, la baisse de performance, puis trouver une façon de bien conjuguer vie sociale et vie sportive. Mais là, on parle pas de violence en contexte sportif, on parle plus là, d'une discussion qu'il y a eu avec un athlète. Donc, il faut vraiment reconnaître que c'est lorsqu'il y a une menace là, ou vraiment quelque chose qui est forcé qu'on parle de violence psychologique. Finalement, une autre forme de violence psychologique, la punition excessive par l'exercice. Donc, par exemple, là, d'exiger des entraînements supplémentaires vraiment intenses suite à une mauvaise performance. Donc, exemple, il y a une équipe qui perd un tournoi, puis l'entraîneur exige aux athlètes d'être sur le terrain le lendemain matin à 6 heures, puis de courir, faire des laps, des push-ups, quoi que ce soit, jusqu'à un épuisement complet, voire même jusqu'à vomir, là, pour les punir d'une mauvaise performance. Là, on parle de violence psychologique. Encore une fois, il faut faire la différence avec le bad coaching. Donc, il y a, comme par exemple, si vous allez dans une équipe sportive donner un atelier, puis qu'il y a des problèmes de discipline, puis que l'entraîneur demande aux athlètes pour les discipliner de faire 5 push-ups. On ne parle pas de violence à proprement dit. On peut reconnaître qu'il y a une zone glissante, puis que l'entraîneur peut utiliser des méthodes inappropriées là, euh, de punition ou de, je perds mes mots, de discipline, voilà, pour discipliner les athlètes, mais on ne parle pas de violence à proprement dit. Là, on n'a pas une punition qui est excessive, là, comme je l'ai mentionné, par exemple, jusqu'à l'épuisement ou le vomissement. Donc, c'est plus d'adresser dans ces moments-là, par exemple, avec l'entraîneur, de lui dire, ben, j'ai remarqué qu'il y a des problèmes de discipline avec l'équipe. Si vous voulez en discuter avec moi, on pourrait voir là, des façons là, saines de favoriser la discipline au sein de l'équipe. Donc, ça ne mérite pas nécessairement un dévoilement parce qu'on ne parle pas de violence à proprement dit. Ensuite, lorsqu'on parle de violence physique, on fait référence là, à des actes de nature physique qui vont compromettre ou menacer là, l'intégrité, le bien-être physique ou psychologique d'une personne. Donc, les manifestations de la violence physique sont souvent plus claires et mieux reconnues en contexte sportif que la violence psychologique, par exemple. Donc, on parle de manifestations comme secouer ou pousser un athlète, frapper un athlète avec la main ou l'équipement sportif, lancer un objet sur une athlète, attraper par le vêtement ou une pièce d'équipement, ou encore enfermer dans un espace restreint là, comme un vestiaire. Il y a certaines zones grises, encore une fois, qui peuvent être plus difficiles à reconnaître, mais lorsqu'on parle, par exemple, de lancer un objet sur un athlète, on peut penser à un entraîneur qui pratique, par exemple, les tirs au but au soccer, puis qui frappe là, démesurément fort le ballon directement sur les athlètes, puis que les lancers ne répondent pas du tout, mais, par exemple, là, aux habiletés physiques du goaler pour recevoir le ballon. Donc, il peut avoir on peut parler de violence physique lorsque c'est démesuré par rapport aux habiletés de l'athlète, puis que ça peut là, vraiment causer un tort là, physique à l'athlète là, s'il reçoit le ballon en plein visage. Donc, ça serait une forme qui est un peu plus là, dans la zone grise de violence physique. Ensuite, lorsqu'on parle de violence sexuelle en sport, là, on fait référence à un acte sexuel qui va être commis ou tenté par une personne sans le consentement libre de l'autre personne ou contre une personne qui serait incapable là, de consentir ou de refuser. Donc, lorsqu'on parle d'incapacité à consentir ou à refuser, c'est important de mentionner que selon la loi au Québec, une personne en position d'autorité ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une personne mineure, peu importe l'âge. Donc, la relation d'autorité là, vient enlever les exceptions à la loi par rapport à l'âge. Donc, même si l'entraîneur a, par exemple, 19 ans et l'athlète a 16-17 ans, étant donné là, la position d'autorité, là, on parle de violence sexuelle dans ces cas-là. Des manifestations concrètes de violence sexuelle en contexte sportif, encore une fois, il y en a certaines qui sont plus claires, comme les relations sexuelles avec les athlètes ou les tentatives de relations sexuelles, les baisers, caresses ou touchés de nature sexuelle pour lesquels il n'y a pas de consentement ou contre une personne incapable de consentir. Il y a également des manifestations qui se retrouvent un peu plus dans la zone grise, comme des commentaires de nature sexuelle, des blagues et des remarques sexistes ou de propager des rumeurs là, de nature sexuelle envers un athlète.
Donc, par exemple, là, un groupe d'athlètes qui dirait, ah, c'est normal que tel athlète a plus de temps de jeu, c'est sûrement parce qu'il ou elle couche avec l'entraîneur, puis propage cette rumeur-là. Là, on parle de violence sexuelle en sport là, entre athlètes. Ensuite, tout ce qui est des commentaires, messages qui vont exprimer le désir de se livrer à des actes sexuels ou des propositions d'actes sexuels envers une athlète sont des manifestations de violence sexuelle. Puis ici, là, quand on parle de commentaires de nature sexuelle, de rumeurs, de blagues, de commentaires, etc., c'est tant en personne qu'en ligne. Donc, par exemple, un athlète qui mettrait une photo sur les réseaux sociaux là, en maillot de bain à la plage pendant un voyage avec ses amis ou sa famille, puis un entraîneur ou un autre athlète qui commente prochain entraînement, on le fait en maillot avec un clin d'œil ou je te ferai pas de mal ou des petits commentaires comme ça, ben là, on parle vraiment là, de violence sexuelle envers l'athlète que ce soit en ligne ou en personne. Puis finalement, d'autres manifestations de violence sexuelle, on parle d'exhibitionnisme et voyeurisme. Ça peut sembler vraiment plus facile à reconnaître, mais encore une fois, il y a certaines zones qui sont plus grises. Donc, par exemple, un entraîneur qui se présente dans le vestiaire par accident à plusieurs reprises dans une saison pendant que les athlètes se changent. Mais si c'est quelque chose qui se reproduit dans le temps, puis c'est un pattern qu'on voit, on parle de violence sexuelle. Là, encore une fois, il faut faire la part des choses. Si ça arrive à une seule reprise, c'est une erreur, l'entraîneur l'adresse, s'excuse, puis ça n'arrive plus jamais, c'est pas de la violence sexuelle, mais un entraîneur qui s'organise pour voir les athlètes se changer, voir les athlètes se doucher, continuellement, là, on parle de violence sexuelle. Même chose, par exemple, si l'entraîneur se change devant les athlètes là, en tournoi ou lors des pratiques là, directement dans le vestiaire, on parle là, d'exhibitionnisme. Puis finalement, la négligence en contexte sportif, c'est le fait de ne pas répondre aux besoins physiques ou psychologiques fondamentaux d'une personne. Donc, des manifestations concrètes seraient d'abandonner un athlète durant un entraînement, une compétition ou un déplacement sportif. Exemple, il y a un entraîneur qui est insatisfait de la performance d'un ou plusieurs athlètes, puis refuse que ces athlètes-là là, reviennent de la compétition en autobus avec l'équipe. Pour les punir de la mauvaise performance. Donc là, on parle vraiment d'abandonner un athlète, par exemple, dans une autre ville, une autre région, suite à une mauvaise performance. C'est de la négligence en sport. Ensuite, de permettre à un athlète de participer à un entraînement ou une compétition, là, malgré une blessure ou un avis médical contraire. On parle de négligence, là, ça peut compromettre là, l'intégrité physique du participant, de le forcer à jouer malgré une blessure. Euh, Également de savoir qu'un athlète a des comportements alimentaires problématiques et ne pas intervenir. Donc, d'être au courant, puis de laisser l'athlète, par exemple, continuer à avoir des entraînements là, qui sont intenses, puis des compétitions, etc. Ça peut compromettre, là, compromettre son bien-être, là, tant physique et mental. Donc, on parle de négligence. Ensuite, de faire des entraînements dans des milieux qui sont non sécuritaires. Exemple, dans les canicules, un entraîneur qui fait des entraînements à l'extérieur sans adapter les moments de pause, sans permettre aux athlètes de s'hydrater, d'aller manger, d'aller à l'ombre, d'aller à l'air climatisé, trouver une solution pour gérer là, ces conditions-là. C'est de la négligence, là, ça peut vraiment amener là, des difficultés là, physiques là, chez les athlètes. Ensuite, on parle aussi de laisser un athlète se comporter de manière violente à l'égard de notre athlète et pas intervenir, ou même le savoir qu'un athlète est victime de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou négligence, puis rien faire pour le protéger. Donc, par exemple, savoir qu'il y a de la violence entre des athlètes au sein de l'équipe, puis en tant qu'entraîneur, ne pas intervenir parce qu'on n'a pas envie, par exemple, de gérer ces choses-là. Là, on parle de négligence parce que la violence qui est vécue par l'athlète là, peut avoir des répercussions là, sur son bien-être là, physique et mental. On a une question, Alison, de Oui. M. Girondier. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Par rapport à la manifestation, là, permettre à un athlète de participer à l'entraînement ou compétition malgré une blessure, un avis médical, si l'athlète veut absolument y participer, et que lui, si on l'empêche, il vit ça comme de la violence psychologique. Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'à ce moment-là, c'est d'adresser avec l'athlète là, les conséquences que ça pourrait avoir de participer là, malgré un avis médical contraire, puis de trouver avec l'athlète une solution pour l'inclure à l'entraînement, mais en respectant la blessure puis les étapes de guérison. Donc, de pas nécessairement complètement l'exclure, parce que pour certains athlètes, ça peut être difficile d'être exclu de son milieu sportif pendant une blessure parce que
ben, on n'a plus de contact avec nos coéquipiers, avec nos entraîneurs, notre rythme de vie change à ce moment-là, puis ça peut aussi amener des difficultés. Donc, c'est de trouver une façon, par exemple, là, d'amener l'athlète à continuer une certaine progression malgré sa blessure, puis de l'impliquer dans l'entraînement. Donc, par exemple, soit d'animer les échauffements, les séances d'étirement avec l'athlète, de lui faire pratiquer techniquement là, les habiletés de son sport, mais avec la visualisation. Donc, essayer de trouver d'autres façons qui vont aider l'athlète à être intégré au sein de l'équipe, puis qui a l'impression aussi qu'il peut continuer sa progression, mais de respecter là, la blessure puis les étapes de guérison en adressant avec lui là, les impacts que ça pourrait avoir de jouer malgré la blessure. Je ne sais pas Parfait, si merci. ça répond. Oui. Excellent. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les manifestations de violence en sport avant qu'on passe là, au prochain point? Je pense que ça va. S'il y a des questions, vous pouvez le demander dans le chat. Donc maintenant, on peut se poser la question à savoir pourquoi il y a autant de violence en contexte sportif. Hein? Une récente étude qui a été faite au Québec là, qui montrait que 84,5% des athlètes âgés de 14 à 17 ans disaient avoir vécu au moins une fois une forme de violence au cours de leur carrière sportive. Donc, il y a beaucoup de violence en sport, puis c'est un problème qu'on doit définitivement adresser. Puis, une des raisons qui peut expliquer là, pourquoi on voit des prévalences aussi élevées, c'est qu'il y a une normalisation là, de comportements de violence en contexte sportif. Donc, il y a une seule qui se manifeste, là, par exemple, par une socialisation dans une culture de performance. Donc, on voit vraiment que c'est un enjeu culturel en sport, là, tout ce qui est comportement de violence. On est vraiment socialisé en tant qu'athlète ou entraîneur et intervenant sportif, même dans une culture qui va être axée sur la performance. Ce qui fait en sorte qu'il y a certains athlètes et intervenants sportifs qui peuvent ne pas reconnaître certaines formes de violence en contexte sportif ou simplement les accepter comme parce qu'ils pensent en fait c'est des pratiques qui vont les aider à devenir des meilleurs athlètes. Donc, c'est un enjeu culturel. Hein. Les entraîneurs, par exemple, qui commettent de la violence en contexte sportif, c'est pas nécessairement pour causer du tort, mais c'est parce qu'ils pensent que cette pratique-là peut aider les athlètes à avoir des meilleures performances. Puis, étant donné qu'on est dans une culture qui est axée sur la performance, on peut être là, enclin en tant qu'entraîneur d'utiliser certaines pratiques abusives dans le but d'optimiser les performances des athlètes. Donc, les entraîneurs peuvent utiliser ces comportements-là sans vouloir faire du tort, sans même savoir que c'est de la violence. Donc, en tant qu'intervenant sportif, en tant qu'intervenant psychosociaux, on peut jouer un rôle d'éducation à ce niveau-là avec les entraîneurs. Sachez que la culture de performance, elle est oui en sport, mais elle est aussi dans la population en général. Donc, un exemple qui serait concret là, de socialisation dans une culture de performance, c'est par exemple quand on écoute des émissions ou des films là, sur le sport, sur Netflix et autres plateformes. Puis, on voit une équipe qui a des mauvaises performances depuis plusieurs années. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Il y a certaines pratiques de coaching qui sont discutables, mais qu'on présente pas comme discutable, mais qu'on glorifie, par exemple, qui amène l'équipe à gagner le prochain championnat. Donc, on va penser que les pratiques de l'entraîneur qui étaient, par exemple, de crier sans cesse après les athlètes, des exposer à des entraînements qui sont excessivement difficiles jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que les athlètes vomissent, d'empêcher les athlètes d'avoir une vie sociale autour du sport, etc. Mais on va voir ça quand on écoute un film en sport comme des pratiques qui vont aider les athlètes à devenir meilleurs puis à gagner un championnat. Puis on peut avoir l'idée comme quoi ben, ces pratiques-là étaient dans le meilleur intérêt des athlètes parce qu'ils ont finalement réussi leur objectif. Donc, on peut voir à quel point là, la normalisation et la socialisation là, se fait à grande échelle et pas juste dans notre petit contexte sportif, mais vraiment de façon plus large. Puis, ça explique là, pourquoi on voit des prévalences aussi élevées. Donc, il y a vraiment un besoin là, d'éducation puis de changement de culture en contexte sportif là, pour adresser la violence en sport. Ensuite, il y a beaucoup d'intervenants sportifs qui sont d'anciens athlètes, donc des entraîneurs, des consultants en performance mentale, des physiothérapeutes, etc. Ce qui fait en sorte là, qu'ils peuvent recycler certaines pratiques abusives qu'ils ont vécues en tant qu'athlètes dans leur pratique. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, ben, le problème fait juste se perpétuer là, malgré l'éducation qui est faite. Donc, c'est un changement qui va se faire le plus au long terme. Mais quand on est d'anciens athlètes qui ont pratiqué un sport, puis qu'on vient intervenir en contexte sportif,
ça peut être pertinent là, de se questionner sur qu'est-ce que j'ai vécu en tant qu'athlète, est-ce que c'était approprié ou non, et sinon, comment je peux remplacer ces comportements-là là, concrètement sur le terrain et où les adresser avec d'autres intervenants sportifs là, pour ne pas avoir de comportement de violence. Finalement, il y a certaines autres choses qui contribuent à la normalisation. Ça peut être la nature même de l'emploi. Donc, souvent, on va engager soit des intervenants sportifs ou des entraîneurs pour optimiser les performances des athlètes. Donc, encore une fois, on va toujours être dans un paradigme de performance avant tout, ce qui peut faire en sorte que le bien-être des athlètes, par exemple, est mis de côté au détriment là, des performances. Puis c'est là où votre position devient super importante. Donc, en tant là, qu'intervenant psychosociaux de différents cégeps ou différentes universités, vous avez un peu plus un pas de recul par rapport justement à cette culture de performance-là qui vous permet d'avoir des lunettes plus neutres quand vous regardez le milieu sportif puis les équipes avec lesquelles vous travaillez, ce qui peut vous aider à mieux délimiter justement les comportements là, jugés acceptables ou non. Donc, c'est une force que vous avez dans votre rôle actuellement, puis que vous pouvez utiliser là, pour essayer de justement aider à dénormaliser ces pratiques-là. D'un autre côté, je comprends que si vous n'êtes pas engagé directement avec les équipes sportives, mais par exemple là, via les cégeps et les universités en tant qu'intervenants psychosociaux, ça peut être plus difficile de créer des liens de confiance là, directement avec les entraîneurs ou les athlètes. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire là, pour aider ce lien de confiance-là, qui sont des comportements assez facile à mettre en place. Donc, par exemple, vous marchez dans les corridors de l'école, vous croisez un entraîneur. Ben, au-delà de le saluer simplement, ça pourrait être de juste demander comment ça se passe avec les athlètes, comment va la saison, est-ce que vous atteignez vos objectifs. Donc, de vraiment démontrer une ouverture, un engagement, puis un désir, tu sais, de contribuer à la pratique sportive pour créer un lien de confiance. Donc, démontrer que vous avez vraiment un intérêt envers la pratique sportive, puis l'équipe en tant que telle, ça peut aider à créer un lien de confiance là, avec les entraîneurs et les athlètes. Donc maintenant, quelques signes et symptômes de la violence en contexte sportif pour être capable de la reconnaître. Il y a des signes et symptômes physiques, donc par exemple des blessures fréquentes ou inexpliquées, des douleurs chroniques qui peuvent venir là, soit de surentraînement qui sont causés là, par la punition par l'exercice. Ça peut être aussi en raison de violences physiques qu'on a vécues, etc. Donc, c'est des signes et symptômes qu'on peut reconnaître. Ensuite, il y a des signes et symptômes plus psychologiques, donc une perte de plaisir dans le sport, l'abandon du sport. Exemple, on a un athlète avec qui on a travaillé dans le passé, qui était super motivé, qui aimait son sport, qui avait une belle passion. Puis, d'une année à l'autre, plus du tout de plaisir, plus envie de participer au sport, pense même à arrêter. C'est pas nécessairement parce qu'il vit de la violence, on s'entend, mais ça peut nous sonner une cloche à l'oreille que ben, cette année, peut-être que l'expérience sportive est vraiment pas positive. Puis c'est ce qui explique la baisse de plaisir, donc de l'adresser avec l'athlète, le climat dans lequel il vit en ce moment en sport pour voir si c'est ça qui a un impact là, sur sa baisse de plaisir. Ensuite, des signes et symptômes psychologiques, des comportements alimentaires problématiques, par exemple, en raison du body shaming qui est vécu, la dépression, l'anxiété, un changement soudain là, d'humeur ou des sauts d'humeur, l'abus de substances. Donc, c'est des signes et symptômes là, qui peuvent nous sonner une cloche à l'oreille. Puis finalement, il y a aussi des signes et symptômes plus comportementaux. Donc, par exemple, une baisse de performance qui est inexpliquée par des causes physiques, l'isolement ou éviter le contact avec certaines personnes de l'équipe sportive, s'absenter ou trouver des excuses pour ne pas aller à l'entraînement. Donc, vraiment essayer de le plus possible éviter le contexte sportif. C'est peut-être parce que la personne n'est pas bien puis qu'elle vit certains comportements de violence, soit de la part de ses coéquipiers ou des entraîneurs. Donc, d'adresser avec l'athlète qui essaie le plus possible d'éviter là, le contexte sportif, sa participation, son expérience actuelle pour voir si ça cache justement des comportements de violence. Puis un exemple concret que j'ai lu récemment dans une étude de cas d'un athlète qui a vécu de la violence sexuelle en contexte sportif, il disait que la violence sexuelle qu'il a vécue, c'était principalement dans les vestiaires de la part des autres athlètes, puis qu'une façon qu'il a trouvé d'éviter ce contexte-là, c'était de toujours oublier par exprès sa serviette pour éviter d'aller prendre sa douche au vestiaire. Donc, c'est le genre de comportement qui, quand se perpétue dans le temps, puis devient un pattern de comportement, peut nous sonner une cloche à l'oreille. Puis finalement, des entraînements là, obsessionnels ou compulsifs pour, comme stratégie de coping là, par rapport à la violence vécue.
Donc, encore une fois, c'est des signes et symptômes qui peuvent nous sonner une cloche à l'oreille. C'est pas garant de violence en contexte sportif, mais c'est des éléments qui méritent d'être creusés quand on les voit pour s'assurer que l'expérience sportive là, de l'athlète est positive et sécuritaire. Maintenant, qui sont les auteurs de violence en contexte sportif? J'ai mis un graphique ici d'une étude qui a été faite là, auprès de plus de 10 000 participants dans 6 pays différents d'Europe. Je le trouve vraiment imagé, donc j'ai décidé de vous le présenter, puisque les données sont très similaires à celles qu'on voit là, au Québec et au Canada. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour l'ensemble des formes de violence en contexte sportif, les auteurs les plus fréquents sont les pairs athlètes, suivis des entraîneurs. Donc, les deux lignes bleues, en fait, là, c'est le cumul des expériences là, de violence par les pairs. En fait, la ligne bleue foncée et la ligne rouge. Puis la ligne bleue passe, c'est des expériences de violence là, de la part des coachs. Mais ce qu'on voit également, c'est qu'il y a d'autres types d'intervenants en contexte sportif là, qui peuvent commettre de la violence envers les athlètes. Donc, on parle là, par exemple, d'autres professionnels, d'autres intervenants là, sportifs, comme par exemple les physios, les médecins sportifs. On parle d'adultes connus, comme les parents. Ici, il faut faire un bémol, là, quand on parle de violence en contexte sportif de la part d'un parent, c'est lorsque la violence est commise en raison de la participation sportive du jeune. Donc, par exemple, en raison des performances sportives de l'athlète ou de son comportement là, sur le terrain, et pas de violences là, qui sont vraiment intrafamiliales et non et extérieures au contexte sportif. Donc, un exemple concret, c'est des parents dans les estrades qui crient des insultes là, à leur enfant pendant les compétitions parce qu'ils sont déçus des performances. Un parent qui va ignorer là, son enfant dans la voiture au retour d'un tournoi ou d'une compétition parce que l'athlète a eu une mauvaise performance. Donc là, on parle vraiment de violence parentale liée au contexte sportif. Puis finalement, il y a d'autres types là, d'auteurs de violence qui ont été identifiés, qui sont les adultes inconnus de l'athlète, comme par exemple les spectateurs. Donc, ce qu'il faut retenir là, de cette diapo-là, c'est que les pairs athlètes, c'est les personnes qui commettent le plus de violence en contexte sportif. Donc, la violence se produit là, principalement entre athlètes en contexte sportif. Il y a également les entraîneurs qui commettent de la violence, puis il y a d'autres types d'intervenants qui peuvent en commettre. Donc, on n'est pas en fait, là, tout le monde peut commettre des gestes de violence en contexte sportif, puis c'est pas juste les entraîneurs comme on peut le penser là, parfois dans le discours populaire. Puis maintenant, là, concrètement, je voulais aborder avec vous vos rôles et responsabilités là, par rapport à la violence en contexte sportif. Ce que je vous présente par rapport à ça, c'est des données qui sont issues d'une revue littérature que j'ai fait l'année dernière qui adressait là, justement directement les rôles et responsabilités, les dispositions, changements et les besoins de formation là, des intervenants psychosociaux en lien avec la violence en contexte sportif. Donc, j'ai recensé là, l'ensemble des articles scientifiques des 20 dernières années qui ont porté là, directement sur ce sujet-là. Puis ce qu'on voit dans la littérature, en fait, c'est que les intervenants psychosociaux, ils ont une position unique pour protéger les athlètes de la violence en contexte sportif. Donc, les intervenants psychosociaux qui sont amenés, par exemple, à aller sur le terrain avec les athlètes, soit pendant les compétitions ou lors d'ateliers sur le bien-être ou sur la performance mentale, ont accès au terrain sportif directement et à la relation entraîneur-athlète, puis également là, aux dynamiques qui se produisent entre athlètes, ce qui fait un terrain là, propice pour reconnaître ou détecter la violence en contexte sportif s'il y en a au sein de l'équipe. Les intervenants psychosociaux aussi ont une formation là, dans laquelle ils ont adressé souvent là, différentes manifestations de violence de façon générale, ce qui permet d'en reconnaître aussi, là, de faire le parallèle avec le contexte sportif. Ensuite, les intervenants psychosociaux, en fait, vous avez une relation de confiance avec les athlètes. Quand vous travaillez avec les athlètes, par exemple en individuel, vous bâtissez des relations de confiance qui font en sorte que l'athlète peut être plus enclin à dévoiler son expérience de violence en contexte sportif à vous versus qu'à d'autres intervenants sportifs. Il y a deux raisons qui expliquent ça. Oui, la relation de confiance, mais aussi le fait que vous avez une position plus neutre par rapport à la pratique sportive. Donc, c'est moins intimidant pour un athlète là, de parler de ses expériences directement à vous versus que d'en parler là, aux gestionnaires sportifs ou autres intervenants. Puis finalement, les intervenants psychosociaux, vous avez là, une expertise professionnelle qui vous permet d'intervenir lorsqu'il y a de la violence en contexte sportif. Donc, vous pouvez là, utiliser, par exemple, des stratégies de prévention
pour la violence en contexte sportif en instaurant là, des ateliers dans les équipes pour favoriser la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe entre les différents athlètes. Donc ça peut être un effet là, protecteur de la violence entre athlètes au sein de l'équipe. Vous pouvez mettre des stratégies de prévention au niveau de la gestion des émotions. C'est quelque chose qui ressort vraiment dans le discours des entraîneurs qui disent avoir eu recours à la violence en contexte sportif envers les athlètes parce qu'ils avaient de la difficulté à gérer leurs émotions lorsqu'il y avait une mauvaise performance ou une mauvaise discipline, par exemple, des athlètes. Puis c'était pas dans le but de causer du tort, puis ils voulaient pas avoir ces comportements-là, mais par difficulté là, de gestion des émotions, c'est arrivé. Donc, vous avez les outils en tant qu'intervenants psychosociaux pour adresser, par exemple, de façon préventive, la gestion des émotions là, auprès des athlètes et des entraîneurs. Puis, vous avez aussi l'expertise là, pour adresser avec les athlètes des stratégies là, pour minimiser l'impact de la violence qui va être vécue. Donc, d'enseigner des stratégies de coping, puis vraiment par la relation thérapeutique que vous pouvez développer avec les athlètes, ça vous permet là, d'amener un support là, concret à l'athlète qui aurait été victime. Puis finalement, par rapport encore au rôle et responsabilités, souvent les intervenants psychosociaux, on est régi soit par un ordre professionnel ou une association professionnelle qui fait en sorte qu'on a un devoir de diligence pour protéger la santé physique et mentale des athlètes, donc pour intervenir ou pour dévoiler là, des cas de violence en contexte sportif pour mettre fin à la situation puis s'assurer que l'athlète est dans un milieu sécuritaire pour lui ou elle. Maintenant, je vais aborder avec vous comment accueillir un témoignage de violence en contexte sportif. J'ai mis un code QR ici parce que sur le site de l'INSPQ, là, il y a vraiment beaucoup d'informations par rapport à accueillir un témoignage. C'est surtout basé sur la violence sexuelle, mais ils mettent aussi là, certaines différences entre recevoir le témoignage d'un athlète mineur versus une personne qui est majeure. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez creuser plus loin, là, vous pouvez aller voir directement cette ressource-là. Si j'ai ressorti là, les grandes pratiques qui sont les bonnes pratiques en fait pour accueillir un dévoilement de violence en contexte sportif. Donc, le premier, c'est de croire l'athlète. Souvent, la violence là, en contexte sportif va se produire dans une relation qui est de confiance ou de proximité. Donc, l'athlète va déjà vivre un certain bris là, de confiance. Donc, si on ne croit pas l'athlète ou on remet en question ce qu'il nous relate, mais on va revictimiser l'athlète parce qu'il va revivre, dans le fond, un bris de confiance. Puis, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut écouter l'athlète là, ouvertement et sans jugement, sans remettre en question ce qu'il nous dit ou ce qu'elle nous dit. Donc, par exemple, si l'athlète parle d'un cas de violence sexuelle qu'il ou elle a vécu, de demander si c'était vraiment clair qu'il ou elle avait dit non, de me demander si ça peut s'expliquer parce qu'il ou elle a bu trop d'alcool, etc. C'est de remettre en question là, son témoignage, puis c'est en fait de revictimiser l'athlète en brisant un autre lien de confiance. Donc, c'est important de l'écouter ouvertement, sans jugement, puis de le laisser ou la laisser là, parler euh, dans ses propres mots, à son propre rythme, de son expérience. Euh, voilà. Ensuite, c'est important de déculpabiliser la personne, insister là, sur le fait que l'unique responsabilité est sur l'auteur de la violence qui a été commise et non sur l'athlète. Il faut insister sur le fait que l'athlète n'est pas blâmé puis qu'il ou elle n'est pas responsable là, de la violence vécue. C'est un des éléments qui ressort beaucoup dans le discours là, des athlètes victimes, le fait qu'ils se sentent souvent responsables pour la violence vécue et ou qui ne vont pas la dénoncer parce qu'ils ressentent avoir le blâme sur leur vécu. Donc, c'est important de déculpabiliser la personne puis de dire qu'elle a fait la bonne chose en vous en parlant. Ensuite, c'est important de rester calme et centré sur les besoins de l'athlète à ce moment-là. Je sais qu'en tant qu'intervenant psychosociaux, là, vous êtes super bon sur ces éléments-là, mais reste que je fais un rappel. En fait, c'est important au moment où on reçoit le témoignage de violence de ne pas tomber dans vos propres émotions. Donc, par exemple, de dire, je suis fâchée que tu as vécu ça, je suis déçue que tu as vécu ça, je suis en colère contre la personne qui a commis les gestes, etc. Faut se rappeler que la personne a peut-être une relation qui est complexe avec la personne qui a commis les gestes. Ça peut être une personne avec laquelle elle est amie, avec laquelle elle est même peut-être en relation amoureuse. Ça peut être une personne qu'elle admire, en qui elle avait confiance. Donc,
si on se met tout de suite contre la personne qui a commis les gestes plutôt que pour la personne qui fait le témoignage puis qu'on reste centré sur ses besoins. Ça peut pas nécessairement être aidant à ce moment-là. Faut rester centré, dans le fond, sur ce que la victime vit à ce moment-là et non sur vos propres émotions. Sachez que pourtant, vos émotions sont 100% valides puis que ça peut être difficile là, de recevoir un témoignage de violence en contexte sportif. Puis je vous invite à en parler avec des collègues et à aller chercher l'aide nécessaire là, si vous vivez des émotions négatives par rapport au témoignage. Mais qu'au moment où vous le recevez, c'est vraiment important de rester centré là, sur l'athlète. Euh, voilà. Ensuite, c'est important de ne pas promettre quelque chose qu'on ne peut pas garantir. Encore une fois, là, l'athlète a déjà vécu un bris de confiance. On ne veut pas le remettre dans une situation où la confiance peut être compromise dans notre relation avec l'athlète qu'il ou elle nous fait un témoignage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas créer de fausses attentes ou de promettre quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc, par exemple, de dire je te promets que tout va s'arranger, tout va être OK, je vais m'assurer que l'entraîneur soit plus entraîneur de l'équipe, etc. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis l'athlète peut vraiment s- comme venir à cet élément-là, puis espérer que ça arrive. Puis si on n'arrive pas à tenir notre promesse, ben, ça peut juste être négatif pour l'athlète. Donc, il faut plutôt proposer ou promettre des choses là, sur lesquelles on a un pouvoir puis qu'on sait qu'on est capable là, de faire envers l'athlète. Donc, par exemple, de dire à l'athlète que si l'athlète veut déposer une plainte formelle par rapport à son vécu, qu'on est là pour le supporter puis qu'on peut l'accompagner à chacune des étapes là, du dévoilement pour l'aider. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on contrôle puis qu'on a les ressources pour le faire. Donc, c'est mieux promettre des choses comme ça que des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, comme de dire, par exemple, je vais m'assurer que que l'entraîneur perde sa position là, d'entraîneur au sein de l'équipe. Ensuite, comme vous le savez probablement, il faut éviter de poser là, des questions qui sont trop intrusives. À ce moment-là, on est vraiment là pour écouter l'athlète, le soutenir, la supporter et non faire un interrogatoire. C'est pas notre rôle de faire l'interrogatoire là, par rapport à ce qui a été vécu. Donc, c'est pas important à ce moment-là de savoir c'est quand que c'est arrivé, c'est quoi que l'athlète portait cette journée-là, c'est quoi les gestes précis qui ont été commis, à combien de temps combien de fois ça s'est produit, etc. À ce moment-là, c'est pas notre rôle d'aller chercher les informations, mais notre rôle, c'est de soutenir l'athlète. Donc, c'est d'éviter là, de rentrer dans les questions là, trop détaillées et intrusives par rapport au vécu. Finalement, c'est important de vérifier et assurer la sécurité de l'athlète. Donc, c'est de vérifier si la personne est en situation de danger, si elle vit, par exemple, là, de la violence physique à chaque entraînement de la part de ses entraîneurs ou des coéquipiers, ben, c'est de s'assurer que la personne qui commet la violence est retirée de l'équipe ou de s'assurer que l'athlète n'est pas dans ce contexte-là là, tant que son intégrité là, physique est compromise. Ensuite, c'est de s'assurer si la personne a des idées suicidaires, puis lui demander si elle a besoin d'une aide professionnelle, de ressources supplémentaires là, pour l'aider à naviguer à travers la situation. Puis finalement, c'est important de valoriser la personne qui a fait un dévoilement, donc de reconnaître que ça prend du courage d'en parler, puis qu'elle a fait la bonne chose d'en parler parce que on est là pour la soutenir, puis qu'on va essayer ensemble de trouver des solutions là, pour mettre un terme là, à la situation. Donc, c'est des grandes pratiques, des bonnes pratiques, en fait, là, à avoir lorsqu'on reçoit là, un témoignage de violence en contexte sportif. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de violence en sport? Je me base ici là, sur le modèle des 5D dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui sont 5 là, comportements qu'on peut avoir lorsqu'on est témoin de violence de façon générale. Donc, ça s'applique là, également au contexte sportif pour mettre terme à la situation ou pour aider à la situation à ce moment-là. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est distraire. Donc, créer une distraction là, pour désamorcer la situation de violence. Donc, là, je vous lance un peu la balle à savoir, avez-vous une idée de distraction, par exemple, là, qu'on pourrait faire ou un comportement distrayant là, qu'on pourrait avoir là, si on est témoin de violence là, en contexte sportif? Si vous avez des idées, vous pouvez les écrire dans la conversation, le chat. Est-ce que tu voudrais donner une situation peut-être plus concrète, Alison?
Ouais. Je vois que quelqu'un dans le chat a Oui. écrit là, faire un appel à tous. Est-ce que vous seriez à l'aise là, de plus nous dire en détail là, qu'est-ce que vous voulez dire par faire un appel à tous? Si tu vois les commentaires, quelques Oui, suggestions. je vois quelques suggestions. En fait, c'est des bonnes idées. Je peux vous donner là, quelques exemples aussi de choses qu'on peut faire si on voit là, de la violence en contexte sportif. Euh, donc, si on veut là, interrompre la situation, puis on peut intervenir là, de façon là, subtile pour détourner l'attention. Donc, par exemple, aller voir la personne qui vit de la violence puis lui demander l'heure. Ça peut être aussi banal que ça, mais à ce moment-là, clairement, ça met un terme, là, si la personne est en train de se faire crier après par son entraîneur, puis que nous, on vient voir, puis on s'adresse directement à la victime, puis on dit, hey, excuse-moi, as-tu l'heure? Ou excuse-moi, je cherche tel pavillon, peux-tu me donner des indications? Fait que c'est une façon qui est vraiment pas nécessairement ancrée dans le contexte sportif en soi, mais qui permet de faire une distraction à la situation pour laisser une porte sortie, là, dans le fond, à la personne qui vit la violence à ce moment-là. Donc, ça serait un exemple concret. Ensuite, on peut déléguer, donc le deuxième D, donc de demander à une autre personne d'intervenir. Donc, on peut être, par exemple, le témoin de violences en contexte sportif, par exemple, là, entre deux athlètes, puis sentir que c'est pas sécuritaire pour nous d'intervenir. Donc, un exemple concret, exemple, je vois de la violence en contexte sportif entre un homme et une femme, un athlète féminin, un athlète masculin. L'athlète masculin, il est grand, il mesure 6 pieds, il est super musclé, puis il est physiquement agressif envers la victime. Moi, en tant qu'intervenante de 5 pieds 1, tout petite, ben, c'est pas sécuritaire pour moi nécessairement de me mettre entre les deux personnes à ce moment-là pour mettre un terme à la situation. Ça peut juste l'empirer ou ça peut compromettre là, ma sécurité. Donc, c'est de regarder autour de moi, puis de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à intervenir là, dans cette situation-là pour mettre un terme à la situation, puis que ça se fasse de façon sécuritaire. Donc, si on demande de l'aide, c'est d'être précis sur ce qu'on a vu, si la personne n'a pas nécessairement vu, puis d'être précis aussi sur la façon qu'on aimerait que la personne nous aide. Donc, par exemple, vous pourriez aller demander à une personne en position d'autorité d'intervenir, donc aller chercher l'entraîneur, puis dire, écoutez, je vois ça sur le terrain en ce moment, vous avez une position d'autorité qui vous permettrait d'intervenir de façon sécuritaire, puis d'avoir un impact aussi sur les athlètes si vous intervenez, donc j'aimerais que vous veniez avec moi intervenir sur la situation. Ça pourrait être un exemple concret. Ensuite, diriger, le troisième D. Donc, c'est de répondre directement à la situation en confrontant l'auteur. Si on décide de diriger, il faut le faire avec précaution et comme je viens de le mentionner, de s'assurer de notre propre sécurité. Donc, on va évaluer la situation avant d'intervenir. Est-ce qu'il y a des chances que j'empire la situation? C'est une question à se poser là, avant d'intervenir sur le champ, par exemple. Puis, il faut intervenir de façon brève, ferme et claire. Donc, si on veut intervenir dans une situation de violence, il faut éviter de débattre avec l'auteur des gestes de violence, puis d'ouvrir un dialogue, une discussion avec la personne. Il faut plutôt, par exemple, dire, écoutez, c'est pas correct ce que vous faites en ce moment, je vous demande d'arrêter, puis arrêter la discussion là. Si la personne veut argumenter, à ce moment-là, c'est d'ignorer l'argumentaire, puis de vraiment vous retourner vers la victime, puis aider la victime à ce moment-là, puis rester centré sur la victime. Parce que si on argumente là, avec la personne qui commet les actes de violence, ça peut juste faire en sorte que la situation escalade puis empirer la situation, puis c'est pas ce qu'on veut là, à ce moment-là. Donc voilà, c'est une façon là, d'intervenir qui est claire. Ensuite, on peut différer. Donc, si on n'est pas en mesure d'intervenir sur le moment, par exemple, je ne me sens pas en sécurité là, physique d'intervenir lorsqu'il y a une situation, je peux attendre que la situation finisse ou attendre de voir que la victime là, est seule, puis aller prendre de ses nouvelles. Donc, par exemple, là, je peux aller voir la victime puis dire, écoute, j'ai vu ce qui vient de se passer, c'est pas correct ce que vous avez vécu, puis sachez que je suis là pour vous aider. Avez-vous besoin, par exemple, d'être accompagné à la maison, d'être accompagné à votre pavillon? Voulez-vous que je vienne avec vous voir l'entraîneur?
Donc, d'offrir un soutien à la personne là, qui a vécu la situation. Puis, partager des ressources là, si elle en a besoin. Donc, par exemple, là, rappeler la personne là, qui est en charge, par exemple, du dossier des violences en milieu postsecondaire au sein de notre établissement pour lui rappeler là, qu'il y a des ressources par rapport à ce vécu-là. Ensuite, on peut documenter. Donc, si on documente, si on considère que les 4 autres D, donc si on considère que distraire, déléguer, diriger, différer, c'est pas sécuritaire pour nous, qu'on n'est pas du tout à l'aise de le faire, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de documenter. Donc, on peut prendre des notes là, sur la situation ou l'enregistrer pour que la personne ait une preuve tangible là, de ce qu'elle a vécu. Ensuite, on peut aller voir là, la personne après la situation puis lui dire écoute, j'ai documenté la situation, j'ai pris en note que ça s'est passé, par exemple, dans le gymnase à 5 heures un mardi soir, entre telle et telle personne. Si tu veux déposer une plainte ou tu as besoin de ces informations-là, si ça peut t'aider d'une quelconque façon, je suis prête à te les partager. Donc, ensuite, si c'est une situation qui mérite là, d'être directement adressée là, avec le service des sports ou le service là, en charge là, des violences en milieu postsecondaire, vous avez directement une preuve pour aller faire une dénonciation vous-même. Puis, voilà, donc c'est documenter la situation là, pour avoir une preuve formelle. C'est plate à dire, mais en fait, quand on fait une dénonciation de violence en contexte sportif, on nous demande souvent de la documentation. Donc, de simplement dire il se passe de la violence dans le contexte sportif au sein de telle équipe. Si vous faites ça, ce qu'on va faire, c'est vous revenir pour vous demander, ben, avez-vous une date à quel moment ça s'est produit? Est-ce que vous avez pris en note les mots qui ont été dits ou les gestes qui ont été commis? Donc, c'est des choses qu'on nous demande si on veut déposer une plainte. Donc, ça peut être pertinent de le faire si on est témoin. Avez-vous des questions par rapport au comportement de témoin qu'on peut avoir là, lorsqu'on voit de la violence en sport? Ça va? Excellent. Donc, finalement, j'ai mis ici quelques ressources disponibles. Si vous voulez là, pousser plus loin les questions là, de violence en contexte sportif ou si vous voulez de l'aide là, directement, vous pouvez par exemple là, appeler à la ligne d'écoute de SportAide. Il y a aussi là, le mécanisme de je porte plainte là, sur la politique d'intégrité là, en sport auquel vous pouvez avoir référence. Puis, il y a une ligne d'écoute aussi là, avec Sport sans abus au Canada. Donc, c'est différentes ressources là, que vous pouvez consulter si vous voulez avoir réponse à vos questions ou avoir plus d'informations là, sur la violence en contexte sportif. Je vous laisse ici également un code QR vers un guide de bonne pratique qu'on a développé à la chaire de recherche récemment qui aborde l'utilisation de la discipline positive dans le sport. Donc, c'est un guide qu'on a développé pour les entraîneurs pour avoir des comportements de discipline qui sont positifs. Donc, si vous voulez avoir accès à cette ressource-là ou la partager dans les milieux sportifs avec lesquels vous travaillez, vous avez accès via le code QR. Puis, on va développer là aussi d'autres guides pratiques, puis publier d'autres guides pratiques au sein de l'automne. Donc, vous pouvez vous garder au courant par rapport à ça. On a un guide pratique sur le développement de la force mentale de façon saine qui va être publié là, vraiment prochainement. Un autre sur les climats de motivation, puis des limites de la relation entraîneur-athlète. Donc, c'est des outils que vous pouvez consulter puis également amener directement sur le terrain avec les équipes avec lesquelles vous travaillez. Puis pour terminer, comme je l'avais dit, je voulais vous parler du projet de recherche allié pour le sport sécuritaire. C'est un projet de recherche là, qu'on a commencé à l'été 2023, dont le but est de documenter les besoins de formation de différents intervenants sportifs, dont les intervenants psychosociaux. Donc, on veut savoir c'est quoi les besoins de formation en lien avec la violence en sport, dans le but d'être en mesure par la suite de développer, d'implanter et d'évaluer une formation là, destinée au milieu sportif par rapport au sport sécuritaire. Donc, à travers là, les différentes phases du projet de recherche, on veut vraiment savoir c'est quoi vos besoins de formation pour répondre directement à ces besoins-là. Donc, on a une phase de recherche là, qui est en cours en ce moment. Ça consiste à remplir un court questionnaire d'environ 10 minutes sur la plateforme Qualtrics. C'est un questionnaire là, qui est rempli de façon anonymisée, puis auquel seulement l'équipe de recherche a accès, qui permet de documenter là, vos besoins de formation en tant qu'intervenants psychosociaux. Donc, si vous voulez participer, là, je vous invite à scanner le code QR ici, puis prendre 10 minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire-là. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, puis on essaie d'avoir une grande portée
parce que plus d'intervenants psychosociaux vont répondre, là, plus on va s'assurer que la formation qu'on va développer répond concrètement à vos besoins à vous. Puis, on va débuter là, dans les prochaines semaines une autre phase du projet de recherche qui consiste à des groupes de discussion pour approfondir là, plus en détail les besoins de formation, là, tant au niveau du contenu que de la structure de la formation qui serait appropriée pour vous. Donc, si vous êtes intéressé à participer, là, vous pouvez m'écrire directement ou écrire à Samuel qui peut faire le pont aussi pour les groupes de discussion. Puis finalement, la recension des écrits dont je vous ai parlé un peu plus tôt par rapport au rôle des intervenants sportifs, dont les intervenants psychosociaux en lien avec la violence en contexte sportif, a récemment été publiée sous forme d'infographie. Donc, les grands résultats là, qui ressortent de notre étude qui a été faite pour documenter les rôles et responsabilités, la disposition au changement et les besoins de formation là, se retrouvent toutes dans l'infographie qui tient sur 2 pages. Donc, si vous voulez y avoir accès, j'ai aussi mis un code QR. Puis sinon, vous pouvez la retrouver là, sur le site de la chaire Sims. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions, mais je reste disponible après si jamais vous avez des questions plus précises. Donc, voilà, merci. Puis ici, il y a les coordonnées de la chaire Sims si vous voulez. Super, merci beaucoup, Alison. Vraiment, vraiment intéressant. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que ces outils vont être disponibles aux organisations sportives dans la communauté? Oui, en fait, on met vraiment en place là, un système de vulgarisation scientifique, si je peux le dire comme ça, dans lequel on va essayer de rejoindre le plus possible les milieux pour que tout le monde ait accès à cet outil-là. Là. C'est un outil qu'on a mis public et gratuit là, dans le but que ça soit utile au plus de personnes possible. Super, tant mieux. Donc, merci beaucoup, Alison, pour la présentation. Moi, je vois il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, moi, j'en aurais peut-être une, si je peux prendre le temps. Mais au début, tu as parlé de tout ce qui était discipline d'un groupe à travers la punition corporelle, mais dans des zones moins excessives. Tu as parlé rapidement que est-ce que c'est des comportements qui pourraient glisser par la suite? Moi, je me questionnais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est témoin, par exemple, on offre un atelier, il y a un groupe qui n'arrête pas de parler, l'entraîneur leur demande de faire 15 push-ups. On n'est pas dans l'excessif, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être amener un peu de changement ou intervenir? Oui, ben, c'est une bonne question. Comme tu le dis, on n'est pas dans l'excessif à ce moment-là, donc on ne parle pas nécessairement de violence, puis on parle plus de bad coaching, si je peux le mentionner comme ça. Donc, une chose qu'on peut faire quand la situation se produit, c'est par exemple de regarder le non-verbal des athlètes. C'est comment ils répondent à ça? Est-ce que les athlètes sont comme ils vont pas bien, tu sais, quand ils se font demander de l'exercice, en fait, quand ils se font exiger la punition par l'exercice, ça peut peut-être nous démontrer que c'est quelque chose qui est récurrent puis qui se passe souvent puis que les athlètes aiment pas, donc qui mériterait d'être creusé davantage. Sinon, une autre chose qu'on peut faire, c'est de l'adresser avec l'entraîneur après la formation, donc de ne pas le confronter devant les athlètes parce que c'est pas le moment de le faire, puis de le présenter d'une façon plus collaborative. Donc, de dire, au lieu de dire ce que vous avez fait, c'est inapproprié ou c'est du mauvais coaching, c'est plutôt de dire comme, écoutez, j'ai vu que la discipline dans l'équipe, c'est pas quelque chose qui est facile en ce moment. Si vous voulez, je serai disponible pour qu'on se rencontre puis qu'on adresse des moyens avec vous d'aider là, avec la discipline de l'équipe en général. Donc, le présenter comme une aide qu'on propose plutôt que se mettre contre le comportement qui a été fait. Je pense que ça peut aider justement au lien de confiance puis donner des outils pour pas que ça se reproduise. Super, merci beaucoup pour la réponse. J'ai cru voir une main levée, mais qui semble s'être rabaissée. Donc, si jamais, s'il ne semble pas avoir d'autres questions, donc je te remercie à nouveau. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Je pense qu'il y en a une main levée. Monsieur Genois. Bonjour, merci pour la présentation, premièrement. Je voulais juste peut-être avoir une information. Lorsqu'on on se fait rapporter par un athlète une situation qu'elle semble avoir, comment dire, une situation désobligeante d'une athlète, puis la version de la personne qui aurait commis le geste est complètement différente. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'on assoit les deux enfants ensemble? Là, on parle des jeunes en bas âge, là, habituellement. Là. Est-ce qu'on prend la version des deux, on assoit les deux jeunes ensemble, on trouve un compromis? De quelle façon on opère dans cette situation-là?
Oui, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend toujours du rôle, c'est de se demander est-ce que ça fait partie de notre rôle à ce moment-là et si non, si par exemple au sein de l'organisation, il y a une personne que le rôle de l'intégrité en sport ou la sécurité en sport, c'est peut-être d'avoir recours à cette personne-là à ce moment-là. Sinon, comme je l'ai mentionné, il faut souvent croire l'athlète là, qui a vécu les gestes, puis peut-être essayer d'aller chercher des informations qui sont complémentaires, donc peut-être questionner d'autres personnes au sein de l'équipe, à savoir est-ce que vous avez vu des choses inappropriées, sans nécessairement nommer des noms, pour peut-être aller voir des informations qui corroborent. Euh, Si on est impliqué sur le terrain, c'est de garder un œil ouvert par rapport à ça, puis essayer de documenter est-ce que je remarque certains comportements inappropriés dans une relation entre les athlètes. Si oui, c'est d'intervenir là, directement lorsque ça arrive. Donc, ce serait peut-être mes bonnes pratiques d'avoir recours à la personne ressource par rapport à ces dossiers-là, s'il y a une personne ressource. Ensuite, d'essayer d'aller chercher de l'information d'une autre façon, donc pas vraiment parce que des fois, quand on a recours à d'autres personnes, ça peut être vraiment difficile d'avoir la bonne version. Puis de garder l'œil ouvert. Puis en cas de doute, c'est de toujours protéger la victime, en fait, là, s'assurer que la personne est en sécurité puis est bien dans sa pratique sportive. Merci à toi. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a une autre main levée, donc on peut la prendre, Fanny Saint-Jean. Oui, donc je me demandais dans les équipes sportives, quand c'est fréquent la pesée et les mesures, est-ce que ça rentre dans body shaming? Si, admettons, les coachs, ils prennent vraiment des mesures régulières pour peser les athlètes, puis les restreindre de façon, de regarder leur alimentation, tout ça. Oui, c'est une excellente question. Du moment qu'on demande aux athlètes de restreindre leur alimentation, là, on parle là, de comportement de violence. Mhm. Si on prend à un moment dans la saison le poids de l'athlète, parce que par exemple, on fait un test physique et on a besoin de cette information-là, c'est pas de la violence en contexte sportif, on s'entend, mais du moment qu'on fait de la pesée auprès des athlètes puis qu'on exige soit des entraînements supplémentaires ou des diètes pour baisser le poids, ou si on fait des commentaires sournois par rapport au sport, donc ah, t'as pris 5 livres encore, ou des choses comme ça. Mm. Là, on parle de body shaming puis de violence en contexte sportif, donc faut l'adresser puis intervenir. OK. C'est bon. Merci. 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 Donc, je mettrai fin à l'appel. Merci à nouveau à tous d'avoir été présents. Merci Alison. Puis on se revoit bientôt. Je vous envoie les informations là, par courriel.